Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan. Et pour parler de Sbarro, et oui, c'est original. Jusqu'aux années 70, le véhicule 4x4 avait essentiellement une vocation utilitaire, pragmatique, basée sur une nécessité de pouvoir se déplacer dans un terrain accidenté en dehors des routes. Le Land Rover, le Toyota Land Cruiser, mais encore plus près de chez vous, le Cournil, en sont les emblèmes iconiques. Et puis, fin des années 70, une autre approche du véhicule 4x4 commence à faire son apparition, davantage basée sur le confort, voire le luxe, et s'adressant à monsieur tout le monde, voire même à une clientèle aisée et très urbaine, et destinée bien plus à la circulation citadine qu'à des baroudeurs. On a donc vu apparaître le fameux Range Rover et bien sûr le Mercedes Classe G sur un marché qui n'allait quasiment jamais cesser de prendre de l'ampleur. De petits constructeurs ont également tenté de s'aventurer dans cette nouvelle conception du 4x4 et en ont même fait leur vitrine à certains moments. Fin 78, Franco Sbarro, carrossier suisse bien connu pour ses répliques de BMW, Lola, mais aussi de Bugatti Royale, va lui aussi s'engouffrer dans ce marché du luxueux 4x4 et créer, pour répondre d'abord à une demande d'un richissime Allemand qui cherchait un véhicule 4x4 pour ses chasses en Bavière, donc il crée un véhicule sorti de son imagination débordante et correspondant aux nouveaux critères demandés. C'est ainsi qu'est né en 78 le tout premier Sbarro, Windhund, qui signifie lévrier du vent et qui correspond à l'emblème de la marque. Il sera présenté au grand public au Salon de Paris 78. Le concept est assez ingénieux et surtout dévoile un véhicule dont la ligne tape immédiatement dans l'œil. On est loin du 4x4 anguleux taillé à la serpe, on est immédiatement dans le luxe, la sportivité et l'exception. Pourtant, cette voiture est un véritable puzzle d'éléments déjà existants tirés d'autres véhicules. Le pavillon et le pare-brise sont issus de la Fiat 131, tout comme les portes. La calandre provient d'une VV Passat, le haillon quant à lui est emprunté à la Talbot 1307-1308, tandis que les feux arrière viennent de chez Opel. Le châssis provient lui aussi d'autres voitures et les acheteurs ont le choix entre un châssis Fiat Campagnola, Jeep Cherokee Chief ou Mercedes G. Quant à la motorisation, là encore, les acheteurs peuvent aller d'un bloc BM, celui de la 635 CSI, en passant par un bloc Mercedes ou Jeep. Le Windhund sera décliné en deux versions, le break 2 portes et bientôt 4 portes. Au final, 14 exemplaires de cette Sbarro seront fabriqués, 11 en 2 portes et 3 à 4 portes. Aux 14 Windhund s'ajoute en 1979 le Windhawk, modèle unique spécifique à 6 roues motrices réalisé à la demande du roi Khaled d'Arabie. Le Windhawk est équipé d'un V8 Mercedes C9 et est construit sur un châssis de Mercedes G. Pour la seconde édition du Dakar, parmi les 109 voitures qui se retrouvent à Paris, pour prendre le départ du rallye, c'est donc une énorme surprise de retrouver un tel véhicule aussi rare et finalement pas taillé pour l'aventure sur la liste des engagés. Et pourtant, au milieu des 84 roues motrices, on trouve l'un de ces 11 Windhund 2 portes fabriqués par Franco. On est presque certain, grâce à Michel Ferrandi qui travailla sur la voiture, qu'il s'agit d'un des deux véhicules équipés d'un moteur 3 litres de BMW 635 CSI sur un châssis de Fiat Campagnola découpé puis rallongé. L'équipage est français, composé de Michel Diallo et d'un certain Rispal qui sera le copilote. Sur les premières listes d'engagement, c'est un autre nom qui apparaît pour le copilote, Monsieur Avelot. Pourtant, c'est bien Rispal qui partira dans le baquet de droite, comme les photos et les inscriptions sur le véhicule l'attestent. C'est sûrement lui également qui est à l'origine de cet engagement, mais nous n'en avons pas la certitude. Nous avons quelques informations sur la préparation spécifique, même s'il persiste encore quelques zones d'ombre. Ce qui est certain, c'est que la voiture a bien été préparée en Suisse dans les ateliers du carrossier Helvète et que Diallo est venu plusieurs fois suivre l'évolution des modifications et adaptations de la voiture en vue du rallye. Ainsi, en plus des organes de sécurité obligatoires, le Windhund était équipé de 2 freins à disque à l'avant d'origine Cadillac, car c'étaient les plus gros qui pouvaient s'adapter sur les roues de la voiture. Par contre, les tambours ont été conservés à l'arrière. Le moteur, comme on l'a évoqué, était celui de la BMW 635 CSI qui avait été récupéré directement à Munich. Il avait été de surcroît préparé pour avoir encore plus de puissance et accepter l'essence africaine, parfois de mauvaise qualité. Il se peut que cette préparation ait été faite chez Schneider, mais un doute subsiste aussi sur ce point. Pas de doute en ce qui concerne les ponts choisis pour équiper ce Windhund, ils étaient d'origine BMW afin de supporter la puissance du moteur. Les 4 roues étaient indépendantes et les cardans étaient ceux du Peugeot J9. Par contre, c'est bien la boîte de Campagnola qui fut conservée, même si lors de rares essais avant le Dakar, l'une d'elles céda. Elle fut malgré tout conservée pour la course. Mais l'équipage décida d'en apporter une de rechange à l'arrière de la voiture. Elle trouva sa place d'ailleurs à côté des roues de secours et du réservoir supplémentaire, spécifiquement rajouté pour affronter les longues étapes.
Le 1er janvier 80, c'est un Windhound flambant neuf et construit en 3 mois qui est donc parqué au Trocadéro et qui ne vient pas là pour faire de la figuration. Les prologues sont malgré tout assez décevants puisque le Sbarro figure au 83e rang des véhicules à 7 juste avant d'embarquer sur le type ASA. Un peu déçu par cette contre-performance, c'est le couteau entre les dents que l'équipage débarque sur le sol africain et aborde cette première étape en terre algérienne qui mène à Insala. Bilan de la première étape, la fusée Sbarro double 30 voitures et pointe à la 53e position. Très grosse perf. Le moteur BM a montré sa puissance et le Windhound a justifié son appellation. Le lendemain, lors de la seconde étape, la première spéciale chronométrée amène les concurrents jusqu'à Regan. Malheureusement, la Sbarro n'atteindra jamais la cité algérienne. Rispal, le copilote de la voiture, nous explique pourquoi. On roulait très bien, et puis on s'est fait embarquer dans le sable. Comme la voiture est relativement lourde, près de 3 tonnes, Michel, qui pilotait, a eu du mal à la maintenir. Et puis à un moment donné, la voiture est partie sur 2 roues, puis on s'est envolé dans 2 tonneaux, et puis c'était terminé. Bilan, Rispal souffre de contusion. Il a pris la boîte de vitesse de secours qu'il transportait dans le véhicule dans le dos du baquet, et Michel Diallo est sonné, groggy. L'AMSAM, l'assistance médicale, va arriver très vite et s'occuper des 2 blessés, faisant d'ailleurs emmener Diallo par hélicoptère. Quant à la voiture, elle est littéralement pulvérisée, détruite, inutilisable et absolument pas réparable sur place. Que ce soit pour l'équipage ou encore la voiture, c'est l'abandon irrémédiable. La Windhound n'aura donc pas eu le temps de montrer de quoi elle était vraiment capable, puisque dès la seconde étape, elle ne peut plus continuer, entièrement détruite. Pourtant, le Tannesruft est fait pour elle. Capable de frôler les 200 km/h sur les étendues désertiques de la région, elle aurait pu largement tirer son épingle du jeu, voire même réaliser de véritables exploits. Il reste beaucoup de zones d'ombre sur cette épopée et cet engagement. Comment l'équipage a-t-il réussi à s'engager sur une telle voiture? Qu'est devenu le Windhound après son accident? Est-il resté là-bas ou bien a-t-il été récupéré? Et bien d'autres choses encore. Ce fut bien sûr la seule participation d'une Sbarro sur un Dakar, mais elle a marqué les esprits, tant par la beauté de la voiture et sa rareté, que par sa fin quelque peu spectaculaire. Rispal, lui non plus, ne reviendra plus sur le Dakar, mais Michel Diallo ne resta pas sur cet échec et reviendra par 3 fois sur le rallye, sans jamais finir classé à Dakar malheureusement. Merci à ce texte de Jeff que vous pourrez retrouver accompagné de photos sur le site Dakar d'antan. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify.